Cette histoire est arrivée à ma tante. Dans les années 80, elle avait une vingtaine d'années. Ça s'est passé avant qu'elle n'épouse mon oncle et à l'époque où elle faisait de longs allers-retours entre ses parents et mes oncles pour leur rendre visite. C'était une période de transition pour eux. Il venait d'obtenir son diplôme et elle n'avait pas encore déménagé pour le rejoindre. Elle avait un long trajet à faire à travers plusieurs États et ça lui prenait des heures. Cette autoroute désolée comportait des tronçons de route de plusieurs centaines de kilomètres où l'on ne voyait souvent pas d'autres conducteurs et encore moins de stations-service. Ma tante est donc partie pour l'un de ses voyages. Après quelques heures à conduire, elle a remarqué qu'un véhicule sombre la rattrapait lentement. Elle n'en s'en est pas plus souciée que ça jusqu'à ce que celui-ci se rapproche de manière agressive. Elle regarde dans son rétroviseur, voyant le conducteur pointer sa main vers sa voiture et lui faire signe de se garer. Alarmée, elle ralentit rapidement et commence à chercher un endroit propice pour s'arrêter afin de voir ce qui ne va pas avec sa voiture. Dès qu'elle commence à se garer, brusquement, elle a un mauvais pressentiment. Une petite voix dans sa tête lui dit de ne pas le faire. Puis une décharge d'adrénaline traverse son corps lorsqu'elle appuie sur l'accélérateur et s'engage sur la route. Mais le véhicule sombre continue à la suivre de près. La peur et la confusion s'installent. Ma tante commence à se demander ce qui se passe. Pourquoi le conducteur lui fait signe de se garer? Y a-t-il un problème avec sa voiture? Mais elle continue tout de même à avancer. Alors que sa détermination vacille et qu'elle commence à se demander si elle a eu raison de ne pas s'arrêter, le véhicule sombre prend de la vitesse. Il s'engage sur la voie de circulation en sens inverse et arrive à hauteur de la voiture de ma tante. Le conducteur sourit, pointe du doigt en prononçant les mots « Garez-vous à ma tante ». Elle dit qu'à la seconde où elle le regardait dans les yeux, elle sentit le mal à l'état pur. Elle décrivit l'homme comme effrayant et gras et a remarqué qu'il lui manquait quelques dents dans son sourire qu'elle n'oubliera jamais. Cela lui donna des frissons. L'idée de se garer se dissipa rapidement et elle appuya sur l'accélérateur pour essayer de le semer, mais il continua à la poursuivre. Ma tante était au bord des larmes alors que ce sale type continuait à la terroriser, seule au milieu de nulle part. Finalement, après ce qui lui a semblé être une éternité, elle aperçoit 2 semi-remorques au loin. Elle se dit que si elle peut s'approcher ou même passer entre ces camions, elle sera peut-être en sécurité. Le conducteur continue à allumer ses feux, à klaxonner et à essayer de percuter sa voiture jusqu'à ce qu'elle se rapproche suffisamment des camions. Alors qu'elle se retrouve entre les deux, elle voit le véhicule sombre ralentir considérablement, puis disparaître de son champ de vision. Elle est restée près des camions pendant un long moment, jusqu'à ce qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour s'arrêter à une station-service et pleurer. Quelques années plus tard, ma tante se marie avec mon oncle, qui travaille dans un cabinet d'avocats en tant que procureur pénal à Las Vegas. Elle est mère à plein temps de plusieurs enfants. Depuis que je la connais, elle a toujours été passionnée par les histoires criminelles. Des émissions comme Dateline et les mystères non résolus passaient toujours chez eux. Ce jour-là n'était pas différent. Elle pliait le linge dans la cuisine tout en écoutant la télévision dans l'autre pièce. L'émission parlait d'un homme interrogé dans le couloir de la mort. Tandis qu'elle plie une autre paire de chaussettes, elle entend l'homme décrire l'une de ses tactiques pour se procurer des victimes. Selon lui, il attendait sur le bord de la route. Une voiture passait avec une famille et il attendait. Une autre voiture avec un conducteur masculin et il attendait. Mais de temps en temps, une voiture passait avec une jolie femme conduisant seule. L'homme dit « Je me rangeais derrière et je les suivais. J'allumais mes feux, je klaxonnais et je leur faisais signe de se garer. » Ma tante paralysée continue d'écouter. Lorsqu'elle finissait par se garer, je leur disais d'ouvrir le capot. Elle le faisait et je tirais sur quelques fils. La voiture ne démarrait pas. Je leur disais « Pas de problème, mon ami a un garage dans la ville voisine. Je peux vous emmener, il vous fera un bon prix. »
Puis il affirma qu'après, il n'hésitait pas à les agresser, à les tuer et les enterrer n'importe où dans le désert. Quand on lui a demandé combien de fois il avait fait ça, il a répondu « Ils ne trouveront jamais tous les corps, je ne peux même pas compter. » Et combien se sont enfuis? 2 ou 3. Ma tante est restée seule à regarder le même sourire édenté qu'elle avait vu sur cette autoroute ce jour-là. C'était Henri Lee Lucas. J'avais environ 17 ans à l'époque. J'étais chez mon petit ami, je regardais un film et nous nous sommes endormis tous les deux. Et quand je me suis réveillé, il était presque 3 heures du matin et mon couvre-feu était officiellement dépassé. C'était avant l'époque des téléphones portables, donc je n'avais aucun moyen d'appeler à la maison pour m'expliquer. Mon petit ami m'a raccompagné, il m'a embrassé et m'a dit de conduire prudemment. J'ai grandi dans une banlieue du nord de la Californie. La sécurité n'a jamais été un problème et le chemin de la maison était familier et bien éclairé. J'ai pris place dans ma voiture et j'ai commencé à rouler. J'étais reconnaissante que mon père m'ait rappelé de faire le plein avant d'aller chez mon petit ami, car je pouvais rentrer directement à la maison sans m'arrêter. Il était sur mon dos ces derniers temps parce qu'il me reprochait de mal entretenir mon véhicule. Mes pneus ont récemment dû être remplacés parce qu'ils étaient extrêmement usés et dangereux. Mon père était furieux que je ne les ai pas remarqués et que je roule alors que ce n'est pas sûr. Ma pénitence a donc consisté en de nombreux rappels concernant l'essence, les vidanges, le lavage de la voiture, etc. J'étais nerveuse et distraite parce que je savais que j'avais des problèmes. Je voulais juste rentrer chez moi et en finir. J'ai pris la route entre ma maison et celle de mon petit ami qui traverse la ville d'est en ouest. Je commence à rouler en direction de l'ouest. J'étais à peu près à mi-chemin de la longue route lorsque je me suis arrêté à un feu rouge, juste sous un pont. Dans mon champ de vision, je vois une grande camionnette s'arrêter à côté de moi sur l'autre voie. Je ne fais pas vraiment attention jusqu'à ce que je vois le conducteur gesticuler sauvagement pour attirer mon attention. Je regarde l'homme et je sens mon estomac se contracter et se liquéfier d'un seul coup. Son regard, comme celui d'un prédateur, est terrifiant. Ses yeux sont bleus, mais il me donne l'impression d'être noir. Il me fait signe de baisser ma vitre. Tout me dit non, ne fais pas ça. Mais une autre partie de mon cerveau me dit qu'il est très important qu'il ne se rende pas compte que j'ai peur. Je fais donc descendre la vitre de ma voiture. L'homme me sourit et ça me donne la nausée. Il me dit « Ton pneu est à plat, tu devrais te garer. Je peux t'aider à le changer, juste là, à cette station-service. Il me faut de la lumière pour que je puisse voir ce que je fais. » Il m'offre un sourire, mais celui-ci semble faux. Il n'y a rien de réconfortant là-dedans. Je réfléchis pendant 1 minute. Un pneu crevé, je n'ai même pas senti la voiture trembler une seule fois. Puis je me suis souvenu que mes pneus n'avaient pas plus de 2 semaines. Il essayait de me rattraper, mais pas de m'aider à réparer un pneu. La station-service qu'il m'a indiquée était bien éclairée, mais elle était également fermée. Aucun employé n'était présent, c'était juste une station vide sous les lumières. Tout peut arriver, même sous la lumière, surtout avec cet homme étrange. Je m'empresse de dire « Non, c'est bon, je n'habite pas loin. » Et je remonte ma vitre. Je détourne le regard, mais je le vois agiter à nouveau les bras vers moi et j'entends des cris étouffés. Je jette un coup d'œil et je vois qu'il est en colère, plus qu'en colère. Il me crie dessus et de la salive sort de sa bouche. Je le vois bouger comme pour sortir de la voiture et je décide d'accélérer. Il est 3 heures du matin et il y a peu de voitures, voire aucune, et à ce stade, je serais ravi d'être arrêté par les flics. Je remonte la rue, je ne regarde pas derrière moi, j'ai trop peur. Puis, des phares dans mon rétroviseur, un coup de klaxon, il est derrière moi.
Au lieu de continuer tout droit, je décide de tourner brusquement à gauche et de prendre un autre chemin pour me rendre chez moi. De plus, mon frère aîné habite par là et dans le pire des cas, je me garerai dans son allée et je klaxonnerai. De toute façon, je ne veux pas que cet individu connaisse le chemin que je prends habituellement pour rentrer chez moi. Mon cœur s'arrête lorsque je vois la camionnette derrière moi prendre la gauche. Elle ne klaxonne plus, mais continue à me faire des appels de phare. Je suis au bord de l'hystérie quand j'aperçois la maison de mon frère. Je m'arrête devant son entrée et je commence à klaxonner. Au diable les voisins. La camionnette se gare derrière moi et s'arrête momentanément jusqu'à ce que les lumières de la fenêtre du salon de mon frère s'allument. Ensuite, la camionnette remonte la rue, passe sous le dernier lampadaire visible et disparaît dans l'obscurité. Je regarde fixement l'endroit sombre où celle-ci a disparu jusqu'à ce que je me rende compte que mon frère me secoue. Il est venu et a ouvert ma porte pour voir si j'allais bien. Il me criait dessus, me demandant ce qui s'était passé. J'ai commencé à pleurer. Je n'arrivais pas à parler. Il m'a emmené à l'intérieur pour appeler mes parents. Quand mes parents sont arrivés, je leur ai raconté ce qui s'était passé. J'étais en train de rentrer chez moi et un homme a essayé de me faire m'arrêter parce qu'il disait que j'avais un pneu crevé. J'ai eu peur, j'ai remonté la rue et il m'a poursuivi. Qu'ont dit mes parents ? Eh bien, ils étaient en colère et effrayés, furieux que je me sois endormi et que j'ai pris la route à 3 heures du matin, mais soulagés que j'aille bien. Malgré tout, j'étais puni. Ma mère n'a jamais hésité à me dire à quel point le monde est dangereux pour les femmes et les jeunes filles. Elle m'a donc appris toute ma vie à être intelligente et consciente. Elle m'a expliqué que même si quelqu'un a l'air gentil et normal, il ne faut jamais lui faire confiance. Ce qui explique en partie comment j'ai pu avoir les idées assez claires pour prendre l'autre chemin vers la maison de mon frère. Honnêtement, c'est mon grand frère. Je me souviens avoir pensé que si j'allais chez lui, je serais en sécurité. Il y a longtemps que j'ai quitté ma ville natale, mais je pense encore à cette nuit-là. J'espère ne plus jamais revoir un être comme lui. Ça s'est passé dans les années 80. J'avais 18 ans. C'était dans un centre commercial à Topeka, Kansas. Aujourd'hui encore, cela me glace le sang. Ma mère travaillait pour JCPenney, une grande chaîne de grands magasins à l'époque. J'attendais qu'elle quitte son travail pour aller manger ou faire quelque chose de ce genre. Pendant que j'attendais, je suis allé dans une salle d'arcade du centre commercial passer le temps parce que j'étais en avance. J'avais ma fille de 20 mois avec moi. Elle était dans une poussette parapluie. J'ai garé sa poussette entre moi et le jeu vidéo. Elle dormait pendant que je jouais à quelques jeux. Le centre commercial et en particulier la salle d'arcade était plutôt calme car c'était un jour de semaine dans l'après-midi. Il n'y avait pas grand monde. J'ai remarqué qu'un type me regardait dans ma vision périphérique, mais je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Alors que je changeais de jeu, il s'est approché de moi et a entamé une petite conversation. Il m'a demandé quel âge avait ma fille, bref, des banalités. C'était un type ordinaire, plus âgé que moi d'une 20aine d'années, chauve, barbu et moustachu. Dès que je l'ai remarqué, j'ai pensé que c'était un sale type. Il était plus proche de l'âge de ma mère que du mien. Puis, il est devenu encore plus bizarre. Il a commencé à me dire que j'étais jolie. Il voulait savoir si j'avais déjà pensé à faire du mannequinat ou si j'en avais fait. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il préparait quelque chose. Je n'étais pas trop mal, mais je n'avais pas l'étoffe d'un mannequin, loin de là. Je n'ai pas la forme d'une personne qui ferait du mannequinat. La seule chose qui me rapproche d'un mannequin, c'est que je suis grande. Quoi qu'il en soit, il n'a cessé d'essayer de me convaincre de l'accompagner, en me disant qu'il habitait tout près et que ça ne me prendrait qu'une demi-heure et qu'il me paierait bien. Je n'irais nulle part avec un type bizarre. Alors j'ai commencé à trouver des excuses, que ma fille était avec moi, que j'attendais que des amis me rejoignent, que mon petit ami était follement jaloux et qu'il le tabasserait. Il s'est finalement rendu compte que je n'étais pas d'accord et a donc changé de tactique.
il insiste pour que je le suive jusqu'à sa voiture dans le parking afin qu'il me donne sa carte de visite au cas où je changerais d'avis. Il est tout à fait charmant, mais non, je ne vais pas sortir dans un parking qui est pratiquement désert. Je vois enfin ma sortie lorsque le policier chargé de la sécurité du centre commercial passe devant moi. Je me dirige vers lui et lui demande de m'accompagner jusqu'à l'endroit où ma mère doit me retrouver, toujours à l'intérieur du centre commercial, et pendant que nous marchons, je lui parle du type effrayant et lui dis qu'il pourrait peut-être garder un œil sur lui. C'est la dernière fois que je le vois dans le centre commercial, mais j'ai revu son visage dans le journal. Il était recherché par le FBI. Ma mère me l'a montré après que je lui ai parlé du vieux type effrayant qui essayait de me faire poser pour lui. Christopher Wilder, un putain de tueur en série. Il était dans la région car il avait tué et jeté le corps d'une fille qu'il avait kidnappée dans un centre commercial de l'Oklahoma à 2 comtés de l'endroit où je l'ai rencontré. Son mode opératoire consistait à ramasser des filles pour qu'elles soient mannequins pour lui. Aujourd'hui encore, je suis effrayée à l'idée d'avoir parlé avec lui et d'avoir été une victime potentielle, et j'ai des frissons en pensant à ce qui serait arrivé à ma petite fille si je l'avais suivi. On l'appelait le tueur de la reine de beauté. Il m'est arrivé quelque chose d'étrange il y a quelque temps, et j'ai encore la chair de poule en y repensant. J'attendais le bus un soir après une longue journée de travail. Il faisait sombre, et les lampadaires clignotaient, ce qui donnait l'impression que tout était bizarre. Alors que je regardais les messages sur mon téléphone, j'ai remarqué un type de l'autre côté de la rue, à l'arrêt de bus. Il avait l'air louche, des vêtements usés et un regard intense qui me mettait mal à l'aise. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que j'étais juste paranoïaque. Quelques minutes passent et je relève les yeux. Le type est toujours là, mais maintenant il me regarde droit dans les yeux. Je sens un frisson me parcourir le dos. Je me dis qu'il attend peut-être quelqu'un, alors j'essaie de me calmer. Puis mon bus arrive enfin, je monte dedans et je trouve un siège près de la fenêtre. Alors que nous commençons à rouler, je regarde derrière moi et il est là, toujours en train de me regarder. Mon estomac se noue. Le trajet en bus me paraît bien trop long. Je n'arrête pas de regarder par la fenêtre, m'attendant presque à le voir nous suivre. Quand je descends finalement à mon arrêt, je me précipite vers mon appartement, essayant de me débarrasser de cette sensation étrange. Mais la nuit suivante, je dois attendre le bus à nouveau. Et devinez quoi? Le même type est là. Il est encore plus près cette fois, et je suis paniquée. J'ai hâte que mon bus arrive. Quand le bus arrive, je saute dedans et je m'installe toujours nerveuse. Je regarde sans cesse en arrière. Je ne peux pas m'en empêcher. Finalement, je descends à mon arrêt et je me précipite chez moi. J'avais décidé d'éviter cet arrêt de bus pendant un certain temps, mais quelques nuits plus tard, je me suis dit « C'est probablement dans ma tête » et je suis repartie. Devinez qui était là? Oui, le même type. Cette fois, il avait ce sourire effrayant sur le visage. Je remonte dans le bus, le cœur battant. Je suis sûre qu'il me poursuit. Je sens son regard sur moi tout le long du trajet. Quand je descends finalement, je cours jusqu'à chez moi, verrouillant la porte derrière moi. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, sursautant au moindre bruit. Les jours ont passé et j'ai finalement décidé de changer mes habitudes. J'ai pris une autre ligne de bus et j'ai fait tout mon possible pour éviter ce type. Mais un soir, je suis montée dans un bus et il était là, assis juste en face de moi. J'étais figée. Il m'a regardé fixement, puis s'est penché plus près de moi en murmurant « Je t'attendais ». Mon cœur s'arrête. Je descends à l'arrêt suivant et je n'arrête pas de courir jusqu'à ce que je rentre chez moi. Je verrouille la porte et m'assois dans mon salon, essayant de comprendre tout ça. Le lendemain matin, je décide de le dénoncer à la police. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, mais ils m'ont regardé comme si j'étais folle. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose à moins qu'ils ne me fassent quelque chose. J'ai commencé à porter du gaz poivré et j'ai demandé à des amis de m'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus.
Un soir, j'étais sortie avec des amis et j'avais complètement oublié ce type. Nous rions et nous nous amusions beaucoup. Mais alors que je rentrais chez moi, je suis passée devant cet ancien arrêt et j'ai senti mon cœur se serrer. Devinez qui était là? Il ne me regardait pas simplement cette fois-ci, il était juste devant l'arrêt de bus. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis retournée pour m'éloigner, mais il a crié « Tu ne peux pas me fuir éternellement ?» J'ai couru jusqu'à chez moi comme si j'étais poursuivie. C'en était fini. Je ne suis jamais retournée à cet arrêt de bus. J'ai trouvé un nouvel emploi plus près de chez moi. J'ai commencé à prendre des Uber et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour éviter cette partie de la ville. Cela fait des années et je pense encore à ce type. Est-ce qu'il voulait me faire peur? Était-ce juste un pervers? Ou y avait-il quelque chose de plus chez lui? Honnêtement, je suis juste contente de ne l'avoir jamais découvert. Tout a commencé dans une station-service à Evanston. Je me suis garée sur ce parking pour faire le plein en arrivant du Colorado. Il était assez tard. Je ne me souviens pas de l'heure exacte, mais il était suffisamment tard pour qu'il y ait personne dans les rues et que le calme règne à l'extérieur. Alors que je me dirigeais vers la station-service, il y avait un vieux pick-up déglingué garé devant et je crois qu'il y avait une autre voiture plus récente. Je vais supposer que c'était celle de l'employé. Quelque chose dans ce camion m'a semblé si bizarre. Je n'ai pas de raison logique de dire pourquoi, mais j'ai tourné la tête pour voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il n'y avait personne, et au fond de moi, j'ai pensé que quelqu'un d'autre se trouvait dans la station-service. Je suis entrée. Je ne me souviens pas très bien de l'employé, juste qu'il avait cette expression aigrie habituelle qu'ont d'esclaves salariés en fin de soirée. Je me suis dirigée vers le réfrigérateur pour prendre une boisson. Et j'ai regardé tout autour de moi, à la recherche de cet autre client. Personne. Personne ne faisait le moindre bruit. Pour une raison ou une autre, cela m'a donné un sentiment étrange. J'ai payé mes affaires et je suis allée faire le plein d'essence. J'ai décidé que j'avais un peu faim aussi, mais je n'avais pas vraiment envie de m'aventurer à nouveau dans cette station. De l'autre côté du terrain, il y avait une autre station-service qui avait et qui a toujours, je crois, un taco time à l'intérieur. Après avoir fini de faire le plein, j'ai fait un détour par là. Encore des visages aigris. J'ai commandé 2 burritos aux haricots croustillants qui ont dû rester là toute la journée. Je suis revenue et je suis montée dans la voiture. Le camion était toujours là. Il n'y avait toujours personne d'autre en vue. Mais qu'importe. J'ai pris la route et comme je me sentais un peu mal, j'ai accéléré un peu plus, juste pour mettre une bonne distance entre moi et Evanston. J'avais déjà fait un bon parcours et je me dirigeais vers les environs d'Emery. C'est alors que j'ai vu les phares. Rien d'extraordinaire. J'étais la seule voiture sur cette portion de route à ce moment-là. Au milieu de la nuit, dans l'obscurité, un peu de compagnie devait être bien. Et pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que le conducteur devait conduire très vite pour réduire cette distance. Encore une fois, pas de problème. Les gens aiment parfois s'engager à fond sur la route. Peut-être pas autant au milieu d'une nuit noire sans lune, mais bon. Eh bien, ce véhicule m'a rattrapé. Je n'ai pas cessé de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur, de plus en plus inquiet. Et pour cause. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait, je pouvais voir à la hauteur et à l'espacement des phares qu'il s'agissait d'une sorte de camionnette. C'était la fameuse camionnette. Une fois que ce véhicule m'a rattrapé, il a commencé à se rapprocher plus lentement. Personne n'a allumé de phare, ni klaxonné, ni quoi que ce soit d'autre, mais il s'est rapproché de plus en plus. J'étais déjà sur la voie de droite et il aurait pu me dépasser s'il l'avait voulu. Il ne l'a pas fait. J'ai donc décidé de lui céder la route s'il le souhaitait. J'ai changé de voie et j'ai ralenti pour laisser passer la camionnette. J'ai décidé que j'allais bien voir qui se trouvait dans ce tas de rouille pendant qu'il passait. La camionnette m'a au contraire emboîté le pas et est restée sur la voie de droite. Lorsque je ralentissais, il ralentissait aussi, en veillant à rester dans mon angle mort.
Lorsque j'accélérais, il accélérait en conservant la même position. Je ne pouvais pas distinguer les visages, mais j'ai vu la silhouette d'au moins 2 personnes. Ensuite, c'est devenu vraiment terrifiant quand j'ai pu faiblement distinguer que la silhouette du passager se penchait par la fenêtre. Et qu'est-ce que je vois à peine? Quelque chose de fin et de long dans sa main. Incroyable. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point tout ça était cliché. À ce moment-là, je crois que j'ai dit quelque chose du genre « C'est quoi ce film de série B ?» C'est alors que j'ai entendu et senti un coup de feu ricocher sur la route et rebondir sur le dessous de la voiture, faisant un bruit sourd sous mon pied. Bon sang, je crois que c'est vraiment en train de se produire. J'ai commencé à accélérer et à réfléchir à ce que je pouvais faire. Il y avait des sorties dans la zone, mais elles ne menaient à rien d'autre qu'à des endroits encore plus sombres. À ce moment-là, j'ai commencé à prendre un long virage et c'est là que j'ai vu un grand camion. J'ai accéléré pour attraper le conducteur et j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur alors que j'approchais. Le pick-up avait déjà reculé d'une 50aine de mètres ou plus à ce moment-là, puis il a rapidement disparu derrière moi. Je me suis arrêté à côté du conducteur du camion et j'ai klaxonné, lui faisant un signe amical de la main. Il m'a juste regardé comme si j'étais un imbécile. Alors que je quittais mon domicile pour aller travailler ce soir, j'ai remarqué un véhicule garé dans l'herbe de l'autre côté de la rue, environ 2 maisons plus loin. Je n'y ai pas prêté attention et je suis monté dans ma voiture. J'ai démarré et j'ai commencé à rouler. En tournant au coin de la rue, j'entends un klaxon. Puis en regardant dans mon rétroviseur, je vois ce véhicule arriver rapidement au coin de la rue. Je ne sais pas trop quoi penser. Est-il ivre? Essaie-t-il de m'avertir de quelque chose? Me prend-il pour quelqu'un qu'il connaît? Peut-être essaie-t-il d'attirer mon attention. Je ralentis et je me range sur le côté de la route en pensant qu'il me dépasserait, mais au lieu de ça, il se place juste derrière moi. Son véhicule est si proche du mien que je ne vois même pas ses phares. Je sors la tête de ma fenêtre pour le regarder et je crie « Ça va ?» Il me regarde fixement. Je crie « Il y a un problème ?» Et il continue à me regarder fixement en silence. Je commence alors à conduire et il continue à me suivre de très près. Je prends à gauche, il prend à gauche. Je prends à droite, il prend à droite. Je prends encore à gauche et il me suit. À ce stade, je sais qu'il me suit activement, mais je n'ai aucune idée de la raison. Je vois un policier arrêter quelqu'un dans la rue et je décide donc de garer mon véhicule sur le bas-côté. Ce faisant, celui qui me suivait est passé à côté de moi et a disparu de mon champ de vision. Je recommence à rouler et alors que je descends la rue et tourne dans le coin, je le vois qui m'attend sur le côté de la route. Lorsque je le dépasse, il se place à nouveau derrière moi. Je me rends dans une place très fréquentée en essayant de le semer. Je pense l'avoir perdu pendant 1 minute, mais je le vois traverser le parking et venir vers moi. Je prends mon téléphone pour faire des photos. J'ai pu prendre une photo de sa voiture, de sa plaque d'immatriculation et une photo de lui. Il a vu mon téléphone dans ma main et s'est éloigné de moi. J'appelle la police pour signaler ce qui s'est passé. Peu après, le véhicule était garé au même endroit, en face de 2 maisons vides. Lorsque l'agent est arrivé, il a déclaré qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Je lui ai demandé de relever la plaque d'immatriculation avant de partir. Je lui ai également demandé de vérifier les maisons parce qu'elles étaient vacantes et que c'était étrange que son véhicule soit stationné là. L'officier a frappé à la porte et l'homme qui me suivait a ouvert. Ils lui ont dit qu'ils avaient reçu un appel d'une femme déclarant qu'il la suivait. Bien entendu, il a menti et nié en bloc. L'agent lui a demandé s'il avait quitté la maison aujourd'hui et il a menti en disant qu'il était juste sorti pour aller chercher de l'essence et qu'il était rentré directement. Il a dit à l'agent qu'il louait la maison pour le week-end de la fête du travail. Cette maison est vacante depuis 2 ans. Personne ne l'a jamais louée, ni même visitée. Ce type s'est présenté aujourd'hui, il n'était pas venu pendant le week-end. Il m'a suivi pendant au moins 5 kilomètres et nous sommes passés devant 3 stations-service. Il n'était donc pas venu pour faire le plein.
L'agent a cru à sa parole et est parti. Il n'a jamais vérifié la plaque d'immatriculation ni obtenu d'informations. Il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire puisque c'était sa parole contre la mienne et que comme je n'avais pas été blessé, ce n'était pas un appel prioritaire. Donc cette personne est sur un terrain vague en contrebas de chez moi. J'ai 3 filles adolescentes qui vivent dans notre maison. Je suis complètement paniquée par cette situation et je suis confuse par ce qui s'est passé ce soir. Être suivi est une chose horrible et effrayante, mais maintenant cette personne est juste à côté. Je ne comprends pas pourquoi il m'a suivi, je ne comprends pas pourquoi il a menti à l'agent, je ne comprends pas pourquoi l'agent n'a pas pris la situation plus au sérieux. Tout simplement parce que je n'ai pas été blessée. Je suppose qu'être blessé émotionnellement et mentalement ne compte pas. Je pensais qu'il mentirait et dirait que c'était moi qui le suivais ou le harcelais. Mais il a agi comme si rien ne s'était passé. Et s'il loue cette maison, pourquoi ne garde-t-il pas son véhicule dans l'allée ? Je suis tellement confuse, j'ai peur.